Merci, bonjour à tous. Donc, repreneur, comment valoriser votre cible? Donc, une petite remarque liminaire. Comme vous le savez, la valeur ne fait pas le prix. La valeur, elle vous donne un ordre de grandeur, des bases dans le cadre de votre négociation. Et forcément, le prix final sera différent de celui de la valeur que vous aurez déterminée pour votre cible. Autre remarque importante, l'évaluation d'une entreprise n'est pas un exercice mécanique. Il ne s'agit pas de reporter quelques chiffres sur une feuille Excel, de les multiplier, on secoue tout et hop, on a une valeur. L'évaluation d'une entreprise, elle nécessite au préalable de bien comprendre l'entreprise, son activité, son fonctionnement et comprendre ce qui fait sa valeur actuellement et dans le futur. Donc pour ça, il faut faire une espèce d'analyse à 360 degrés de la cible, ce qu'on appelle une analyse SWOT des forces, faiblesses et risques et opportunités de la société. Et donc, les questions qu'il faut se poser dans le cadre de l'exercice de valorisation, c'est déjà de bien comprendre quels sont les marchés de l'entreprise, comment l'entreprise se positionne sur ces marchés, quelle est sa part de marché, quelles sont les perspectives de ces marchés. Quid de la clientèle? Est-ce que notre cible, elle est fortement dépendante d'un ou plusieurs clients, ou alors est-ce qu'elle a une base de clients fortement disséminée? Quelle est la relation, quel est l'intuitu personné entre la société, le dirigeant et ses clients? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a une évolution technologique qui est attendue? Comment la société se positionne dans le cadre de cette évolution technologique? Quels sont ses concurrents? Quelles sont leurs tailles, leurs moyens financiers? Autre point très important, c'est le carnet de commandes, puisque vous allez disposer d'états financiers qui sont certes relativement récents, mais qui dateront au mieux de quelques mois. Donc l'état du carnet de commandes, c'est un élément très important pour évaluer l'entreprise. Le savoir-faire, les brevets, les fournisseurs également. Est-ce qu'il y a des fournisseurs clés dans le cadre du processus économique? Et enfin, un des points essentiels, c'est aussi le rôle du dirigeant. Qu'est-ce que fait le dirigeant dans la société? Est-ce que c'est lui qui porte toute l'activité, ou alors est-ce qu'il se repose sur un certain nombre de personnels clés? Bien identifier ce qu'ils font pour savoir déjà si vous, en tant que repreneur, vous serez en mesure de faire tout seul, ou si vous aurez des besoins de recrutement. Voilà. En parallèle de cette analyse SWOT à 360 degrés, il faut également, bien entendu, analyser les comptes de la cible. Et pour cela, il faut à minima analyser les comptes des 3 derniers exercices pour pouvoir déterminer des tendances. Et l'analyse des comptes, donc du compte de résultat, va permettre de comprendre la formation du résultat, savoir si la société gagne de l'argent et quelle est la tendance, elle en gagne plus, elle en gagne moins, et surtout de déterminer un résultat normatif. Comme on le verra, le résultat normatif, c'est le résultat dépollué des éléments exceptionnels, non récurrents ou hors exploitation. Vous allez également faire une analyse du bilan. Donc, dans le cadre de l'analyse de ce bilan, vous allez vous attacher à bien comprendre le besoin en fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est que le besoin en fonds de roulement? Pour faire simple, sont les créances, déduction faite des dettes. Donc c'est en fait tout l'argent qui n'est pas encore rentré dans l'entreprise. Il va falloir également vous attacher à bien comprendre l'analyse des variations de trésorerie. Est-ce que la société génère du cash? Et si oui, comment? De quelle manière? Il va falloir aussi calculer ce qu'on appelle l'endettement financier net ou la trésorerie financière nette. Je définirai ces notions un peu plus tard. Donc, sur l'analyse du compte de résultat, donc, toujours on part d'en haut du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est-il en croissance, en baisse? La performance opérationnelle, donc la performance opérationnelle, c'est le REX, résultat d'exploitation, ou bien l'EBE. Donc, on passe du REX à l'EBE en retraitant les dotations aux amortissements, tout ce qui est charges non décaissées. Comment cet EBE évolue? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il baisse? Et quid du taux de marge? C'est-à-dire, est-ce que
certes, on peut avoir des hausses de chiffre d'affaires, mais est-ce que c'est au prix de baisse de résultats? Ça, c'est très important. L'autre point, c'est qu'il va falloir que vous analysiez bien toutes les charges, notamment les charges, les frais généraux, les charges externes, pour identifier tous les frais que vous allez pouvoir, qui sont hors exploitation, tout ce que le dirigeant passe dans les comptes, tout ce qui est attrait au management fees, aux prestations de services groupe, bien comprendre ce que ces prestations recouvrent, et puis essayer d'évaluer le coût de remplacement de ces prestations. Se poser la question des loyers, est-ce que ces loyers sont des loyers de marché ou des loyers hors marché? Il faudra également faire une revue de la rémunération, des charges de personnel, bien comprendre comment le dirigeant se rémunère. Est-ce qu'il se rémunère ou est-ce qu'il ne se rémunère pas? Parce que peut-être que dans le cadre de la préparation de la session, il s'est mis en retraite et il a arrêté de se rémunérer. Donc dans ce cas-là, bien entendu, comme il n'y a pas de REM, le résultat est artificiellement gonflé. Donc vous, dans le cadre de la détermination de votre résultat normatif, il faudra que vous intégriez un niveau de rémunération. Bon, une fois qu'on a analysé le compte de résultat et qu'on a déterminé un résultat d'exploitation normatif, on va s'intéresser au bilan. Alors là, je présente ce que j'appelle le bilan financier, qui est un peu différent du bilan comptable. Alors, comment ça marche le bilan financier? On a à l'actif, à gauche, ce que j'appelle l'actif économique, ce qu'on appelle l'actif économique, ou la valeur d'entreprise, et qui est constitué des immobilisations, bon, ça, vous savez ce que c'est, et du besoin en fonds de roulement. Et à droite, ce qui équivaut à peu près au passif, les capitaux propres et l'endettement financier net, qui est la différence entre les emprunts, les comptes courants associés et les disponibilités. Donc l'analyse du bilan, on va commencer par l'analyse des immobilisations assez rapidement, essayer de comprendre si les IMO au bilan sont anciennes ou pas, s'il y a une nécessité d'investir post-acquisition, puisque ça va générer des cash flows négatifs, et ça, il faudra bien le prendre en compte. Analyse du besoin en fonds de roulement, comment il évolue. Est-ce que les délais de règlement des créances clients vous semblent normaux? Est-ce qu'ils sont en augmentation ou pas? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a des litiges? Est-ce que c'est parce que les clients de la cible vont mal? Identifier si la société a recours au factoring. Le factoring, vous savez ce que c'est? C'est un financement des créances clients par un établissement financier. Donc s'il y a du factoring, il faudra retraiter le montant des créances clients en endettement financier, puisque c'est une avance de trésorerie, donc c'est de l'argent que potentiellement on peut être amené à rembourser au facteur. Au niveau du passif, il faudra regarder tout ce qui est délai de règlement, donc des fournisseurs, des dettes sociales et fiscales, pour identifier d'éventuels retards de règlement. Qui dit retard de règlement dit en fait trésorerie surévaluée. Enfin, d'un autre côté, quand il y a des retards de règlement, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus beaucoup de trésorerie, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a des retards de règlement, il faut les intégrer à l'endettement financier. Voilà. Et l'endettement financier, c'est un des éléments qu'on va intégrer à la valorisation de la cible. La trésorerie et l'endettement financier, donc ce que je vous disais, donc la question névralgique, c'est de savoir si la société génère du cash. Hein, vraiment, si on vous présente des cibles qui perdent de l'argent et qui ne génèrent aucune trésorerie, il faut peut-être éviter de passer trop de temps sur ces dossiers. Bien comprendre si la société génère de la trésorerie et ensuite comprendre pourquoi. Est-ce que ce flux de cash provient de l'activité opérationnelle, du business en fait, hein, c'est-à-dire le résultat d'exploitation moins la variation du BFR? Est-ce que ça vient de l'activité d'investissement ou de désinvestissement? On a gagné de l'argent cette année, pourquoi? Parce qu'on a cédé une immobilisation. Bon, ce n'est pas forcément un point très positif. Et bien comprendre l'activité aussi de financement. On a pu générer de la trésorerie, pourquoi cette année? Parce qu'on a souscrit des emprunts ou parce que les actionnaires ont remis au pot en cas de difficulté de trésorerie. Ouais. Et une fois qu'on a effectué cette analyse du bilan, on va déterminer si la société est en position de trésorerie financière nette ou d'endettement financier net, parce que ce montant sera soit ajouté, soit retranché
à la valeur d'entreprise qu'on aura calculée à l'aide des différentes méthodes que je vais vous présenter. Je vous ai présenté là juste un petit cas illustratif pour savoir comment on calcule l'endettement financier net ou la trésorerie financière nette. Alors, il y a un certain nombre d'éléments classiques qu'on retrouve en lecture directe dans le bilan, sont les disponibilités, les valeurs mobilières de placement, donc ça c'est les comptes bancaires en fait. On déduit les découverts bancaires, les emprunts bancaires ou obligataires et les comptes courants d'associés passifs. On peut être amené également à retrancher d'autres éléments. Les provisions pour litige, parce qu'un litige, c'est un décaissement futur. Le montant des créances cédées au facteur, et puis tous les retards de règlement. Si la somme de tous ces éléments est positive, on est en situation de trésorerie nette, trésorerie financière nette. Donc ça, ce montant, c'est quelque chose qu'on va payer, qu'on rajoutera à la valeur de l'entreprise. Si le montant est négatif, on est en situation d'endettement financier net. Et l'endettement financier net, il vient en diminution de la valeur d'entreprise, de la valeur de l'actif économique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur d'une entreprise? La valeur d'une entreprise, c'est la valeur de ses capitaux propres réévalués, qu'on calcule soit par approche directe, lorsqu'on multiplie un agrégat, le résultat net ou des dividendes, un agrégat qui intègre le coût du financement et de l'impôt, soit par approche indirecte, c'est-à-dire qu'on va d'abord calculer ce qu'on appelle la valeur d'entreprise ou la valeur de l'activité du fonds de commerce, à laquelle on va rajouter le montant de la trésorerie financière nette ou l'endettement financier net. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut passer aux différentes méthodes d'évaluation d'une entreprise. Donc, il y a 3 approches principales. L'approche patrimoniale, qui est un peu passée de mode, je vous expliquerai pourquoi. L'approche analogique, c'est la méthode des comparables, et l'approche intrinsèque, plus connue sous le nom de méthode du DCF. Donc, l'approche patrimoniale, en fait, c'est une approche moi, que je ne recommande pas forcément parce qu'elle est peut-être plus en faveur du vendeur. L'idée, c'est de dire qu'une société vaut... ce qui fait la valeur d'une société, ce sont ses résultats passés. Et ce n'est pas forcément vrai, et surtout, ce n'est pas vrai dans le cas d'une reprise. Vous, en tant que repreneur, ce qui vous intéresse, c'est les perspectives d'une société, c'est son futur, ce n'est pas son passé. La méthode la plus connue dans cette catégorie des méthodes patrimoniales, c'est ce qu'on appelle l'actif net réévalué. On va descendre un à un tous les actifs et les passifs de la société et on va essayer de les réévaluer. Voilà. Mais bon, cette méthode, elle n'est pas vraiment adaptée aux sociétés opérationnelles, même si certains experts comptables la mettent en œuvre. C'est une méthode qu'on utilisera pour valoriser des foncières ou des holdings. Donc, ce n'est pas forcément la méthode que je vous recommande dans le cadre de l'évaluation de vos cibles. Par contre, la deuxième méthode, c'est l'approche analogique. Ça, c'est une méthode moi, que je mets en œuvre à chaque fois que je fais une évaluation. L'approche analogique, c'est une approche globale. En fait, on ne va pas essayer de valoriser un à un les différents actifs et passifs de la société, mais on va s'intéresser à la rentabilité que ces actifs procurent. Vous voyez ? Et comment on valorise dans le cadre des méthodes analogiques? On valorise une entreprise par référence à d'autres sociétés, et notamment des sociétés du même secteur. C'est ce qu'on appelle la méthode des multiples de transactions. Et donc, comment on met en œuvre cette méthode? Il faut d'abord trouver un échantillon de sociétés comparables qui ont fait l'objet de transactions récentes, ou plus ou moins récentes. Alors vous allez me dire, la problématique, c'est de trouver des comparables. Alors, il y a 2 cas. Soit vous connaissez bien le secteur, et dans ce cas-là, vous avez forcément entendu parler de boîtes de votre secteur d'activité qui sont vendues ou qui en ont racheté d'autres. Soit vous ne connaissez pas tellement le secteur. Dans ce cas-là, vous pouvez faire appel à des bases de données. Moi, c'est ce que je fais. Je suis abonné à une base qui s'appelle Epsilon Research, qui liste tout un certain nombre de transactions sur des PME en France et en Europe. Et chaque fois qu'on me demande de faire une évaluation, je fais une recherche ou alors je demande un rapport sur cette base de données. Je définis un échantillon
à partir du prix de vente de mes comparables, j'en déduis les multiples équivalents, c'est-à-dire que je pars du prix de vente, je retraite l'endettement net ou la trésorerie nette, ça me donne la valeur d'entreprise, et je calcule un multiple. On applique ensuite le multiple moyen de l'échantillon ou le multiple médian aux agrégats de notre cible. Les agrégats de notre cible, c'est le BE normatif, le résultat d'exploitation normatif ou dans certains cas, le chiffre d'affaires normatif, que l'on multiplie par le multiple de l'échantillon. Ça vous donne la valeur d'entreprise de la cible. On rajoute la trésorerie financière nette ou on déduit l'endettement financier net et vous obtenez la valeur de votre société, de votre cible. Dernière méthode qui est parfois un peu critiquée, mais fort injustement, et qui est très très utilisée par les praticiens de l'évaluation, c'est la méthode du DCF. La méthode du DCF, c'est quoi ? C'est de dire que finalement, ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est sa capacité à générer de la trésorerie dans le futur. Et c'est vrai, vous achetez une société parce qu'elle va générer du cash. Donc, en fait, la valeur, elle correspond à la somme des flux de trésorerie futurs qu'on aura actualisés, ça veut dire ramenés en valeur à date d'aujourd'hui. Ces flux de trésorerie, en fait, comment on les détermine ? Alors, il faut d'abord construire un business plan sur 3 ans. Après, on tire sur 2 années supplémentaires pour avoir un BP sur 5 ans. On détermine les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie, on part du résultat d'exploitation net d'impôt sur les sociétés. On rajoute les dotations aux amortissements qui ne sont pas des éléments cash, mais des charges calculées. On déduit les investissements. Donc les investissements, c'est toutes les acquisitions d'immobilisation. Et on déduit également la variation du besoin en fonds de roulement, parce que vous savez, le besoin en fonds de roulement, c'est l'argent qui est dehors. Ça vous donne un flux de trésorerie qui va être actualisé, c'est-à-dire décoté à un taux d'actualisation qui correspond au taux de rendement attendu par les investisseurs. Les investisseurs, c'est qui ? C'est vous, l'actionnaire, et c'est également votre banquier. Voilà. La somme de ces flux, ça vous donne une valeur d'entreprise à laquelle vous allez rajouter la trésorerie nette ou déduire l'endettement financier net, et ça vous donnera la valeur des titres de votre cible. L'avantage également de cette méthode, c'est qu'elle va vous obliger à faire un prévisionnel de trésorerie. Et ça, c'est pas mal parce que une fois que vous vous serez mis d'accord sur le prix avec le vendeur, vous serez contraint, enfin, dans la plupart des cas, d'aller voir un banquier pour demander un financement. Le banquier, il va vous demander de lui fournir un business plan, et ce business plan, c'est celui que vous aurez utilisé pour calculer la valeur de la cible dans le cadre de la méthode du DCF. En général, quand on évalue une société, on met en œuvre plusieurs méthodes, et il faut que les résultats de ces différentes méthodes soient cohérents, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un rapport de 1 à 2 ou des écarts trop importants entre les différentes méthodes, les résultats des différentes méthodes. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été mal appréhendé, mal mis en œuvre. Une fois que vous avez déterminé la valeur de votre société, il convient juste de s'assurer, de faire un petit test, s'assurer qu'elle est finançable. Et donc, si elle est finançable, ça veut dire que vous ne l'avez pas trop... vous ne l'avez pas survalorisé. Donc, il suffit que vous repartiez des flux de trésorerie que vous avez déterminés dans le cadre de votre DCF et que vous déduisiez le montant des remboursements de la dette d'acquisition. Et si ce flux de trésorerie net est positif, ça veut dire qu'au final, la valeur que vous avez déterminée, elle n'est pas surévaluée par rapport à vos capacités de financement. Si ce flux de trésorerie est négatif, ça veut dire que la société vaut trop cher pour ce que vous pouvez financer. Donc, dernier point, je rappelle ce que j'avais dit en introduction. Le prix et la valeur, c'est 2 notions différentes. Donc, forcément, le prix final risque d'être un peu différent de celui que vous aviez, de la valeur que vous aviez déterminée dans le cadre de votre exercice de valorisation. Bravo.